Bien. Donc après le cours concernant les web services, on a vu comment créer des applications distribuées basées sur les web services. Il y a deux catégories de web services. Les web services basés sur le protocole SOAP, WSDL, UDDI, et après les web services basés sur REST. D'accord. Alors maintenant, on va essayer donc de passer à une partie qui est très importante dans toujours les applications distribuées, dans les systèmes distribués. Donc on va parler principalement comment créer des applications massivement distribuées basées sur ce qu'on appelle les microservices. Donc on va essayer donc de voir quels sont les différents concepts qui se cachent derrière la notion de microservice et après comment faire la mise en œuvre. Alors d'abord, si vous vous rappelez, on a déjà présenté ce genre d'architecture. Donc, d'une manière générale, en fait, avant les microservices, il y avait ce qu'on appelle l'approche basée sur les applications monolithiques. Alors d'abord, on va définir ce que c'est une application monolithique. C'est quoi l'approche basée sur les applications monolithiques? Et après, par la suite, on va définir ce que c'est les microservices. Alors, en fait, une application monolithique, c'est une application qui est développée en un seul bloc. Donc, vous avez un seul bloc. Généralement, l'application elle est déployée dans un serveur d'application. Et pratiquement toutes les fonctionnalités de l'application, d'un problème, sont implémentées au sein de la même application. Alors, autrement dit, si vous dites par exemple, je veux créer une application qui permet de faire la gestion d'une université, alors si vous créez une seule application dans laquelle vous faites la gestion des inscriptions, vous faites la gestion des notes, vous faites la gestion des emplois du temps, alors en principe, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de centraliser toutes les fonctionnalités d'un problème dans une seule application. Alors quand vous développez un seul projet dans lequel vous centralisez tous les aspects fonctionnels d'un problème, alors vous dites que vous êtes en train de créer ce qu'on appelle une application monolithique. Alors généralement, les applications monolithiques sont développées en un seul bloc. Par exemple, c'est une application, par exemple, sous forme d'un WAR. Lui-même se compose de plusieurs couches. Il y a forcément la couche qui implémente les spécifications fonctionnelles, c'est la couche métier. Donc, on va dire il y a une grande couche métier parce que dans la couche métier, vous allez trouver il y a des centaines, voire parfois des milliers de classes qui sont développées. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de traiter un grand problème. Et si vous voulez implémenter tous les aspects fonctionnels de l'application, si vous voulez, du problème dans la même application, donc vous allez avoir une grande couche métier. Alors généralement, ça on le sait déjà, dans la couche métier, généralement on fait appel à l'approche orientée objet. Donc ça veut dire qu'on aura besoin de faire le mapping objet relationnel ou bien le mapping objet document selon le type de SGBD utilisé, relationnel ou bien NoSQL. Et du coup, donc, on fait appel à la couche DAO. Donc la couche DAO, c'est la partie dans laquelle on fait l'accès aux données. Alors dans la majorité des cas, dans la couche DAO, on utilise des frameworks qui font le mapping objet relationnel. Comme par exemple dans le cas des architectures Java J2E, c'est la spécification GPA et l'implémentation notamment Hibernate ou Toplink ou Eclipse Link. Donc il existe plusieurs frameworks qui font le mapping objet relationnel. Alors bien sûr, donc, quand vous développez la couche métier, donc, souvent dans votre application, vous aurez besoin de vous baser sur ce qu'on appelle le principe de l'inversion de contrôle. En fait, l'inversion de contrôle, c'est tout simplement le framework qui va permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier, alors que le framework, il va s'occuper des aspects techniques, comme par exemple la sécurité, le problème de performance, le problème de journalisation, le problème de gestion des transactions. Alors généralement, les aspects techniques, c'est-à-dire les aspects transversaux d'une manière générale d'une application, c'est-à-dire les aspects techniques que vous allez retrouver dans tout type d'application, dans les différentes parties de l'application, généralement, c'est les frameworks qui vont s'en occuper. Par exemple, le mapping objet relationnel, par exemple, souvent vous basez sur un framework qui permet de faire ce travail. Pourquoi? Parce que le mapping objet relationnel, c'est un aspect technique. C'est-à-dire c'est presque le même code que vous allez écrire, quel que soit le type de l'application. Alors c'est pareil pour d'autres aspects. Et du coup, dans l'architecture J2E, donc ça on le sait,
D'une manière générale, vous avez besoin d'utiliser un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle. Donc ça peut être soit Spring ou bien EJB. Alors Spring, donc c'est un framework qui est un conteneur léger, et EJB, donc c'est Enterprise Java Beans, c'est un conteneur qui est lourd et qui nécessite d'avoir un serveur d'application J2E comme WebSphere, WebLogic, comme JBoss, etc. Alors, après, il y a d'autres couches de l'application. Vous allez développer la couche web pour créer l'application web. Notamment, dans les applications web, on a déjà expliqué qu'il existe deux types d'applications web. Il y a les applications MVC côté serveur et les applications web MVC côté client. Alors, principalement, au niveau de la couche web, quand vous faites MVC côté serveur, vous utilisez un framework. MVC côté serveur, comme par exemple Spring MVC, comme GSF, comme Struts, donc c'est des frameworks qu'on utilise. Alors ça veut dire quoi MVC côté serveur? Ça veut dire que tout le code, le code HTML, il est généré par le serveur. Alors le client envoie une requête vers la couche web. La couche web fait appel à la couche MIDI pour effectuer des traitements. On récupère des résultats. Les résultats vont être envoyés au client en format HTML. Alors ça, c'est généralement l'approche MVC côté serveur. Alors que dans l'approche MVC côté client, on va dire, souvent on a besoin d'utiliser des web services. Dans la majorité des cas, c'est des services REST qui sont utilisés. Et le client envoie une requête HTTP vers l'API REST. Le service, il fait le traitement, il récupère les résultats, et les résultats vont être envoyés au client généralement en format JSON, ou bien, on vient de le voir, on peut utiliser d'autres formats de données. Et du coup, c'est le client qui va se charger de convertir ces données JSON en format HTML. Alors généralement, dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser un framework côté client, un framework JavaScript côté client, comme par exemple Angular. Donc c'est un framework que nous allons utiliser pour créer la partie front des applications web. Alors, la même chose pour les applications mobiles. Donc, c'est-à-dire une application mobile, c'est la partie front qui va se charger d'interagir avec la partie back-end, c'est-à-dire la partie serveur, toujours en utilisant HTTP et avec un format d'échange de données, format JSON. Et si vous voulez encore créer si les différentes parties de l'application sont distribuées dans plusieurs machines, vous aurez besoin de vous baser également sur soit sur les web services, soit sur d'autres middleware comme RMI, comme Corba, ou également si vous voulez faire la communication asynchrone entre les applications, vous utilisez des middleware comme GMS par exemple, ou bien IMQP. Alors ça c'est un volet que nous allons voir par la suite. Donc j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire comment faire la communication entre des objets distribués, mais d'une manière asynchrone. Alors souvent, on aura besoin d'utiliser donc ce qu'on appelle des middleware orientés message, par exemple GMS ou IMQ. Alors globalement, ça c'est l'architecture de ce qu'on appelle une application monolithique. C'est une application qui est développée en un seul bloc. Alors maintenant, on va voir quels sont les inconvénients des applications monolithiques. Alors d'abord, les principaux problèmes qui sont posés pour les applications monolithiques, d'abord, c'est qu'elles centralisent tous les besoins fonctionnels. Ça veut dire que vous avez une grande application, toutes les fonctionnalités sont regroupées dans la même application. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait une fonctionnalité qui bloque, ça risque de bloquer toute l'application. C'est une fonctionnalité qui plante, ça peut planter tout le reste de l'application. Alors ça, c'est un problème. Deuxièmement, c'est que souvent les applications monolithiques sont développées en utilisant une seule technologie. Par exemple, souvent vous aurez besoin de choisir la technologie, vous dites je vais utiliser soit J2E, soit PHP, soit .NET, donc il faut choisir la technologie. Pourquoi? Parce que toutes les classes, toutes les interfaces, tous les aspects fonctionnels ou bien techniques de l'application, ils sont développés dans le même projet. Et du coup, donc, vous allez devoir choisir une technologie. Et là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que généralement, les entreprises, quand une entreprise dispose d'une vingtaine ou bien d'une centaine d'ingénieurs qui vont travailler sur le même projet, ce n'est pas forcément une bonne chose d'obliger tout le monde à se mettre à la même technologie. Pourquoi? Parce qu'il y en a ceux qui ont déjà assez d'expérience par exemple dans la technologie J2E, Java J2E, il y en a d'autres qui ont d'expérience dans .NET, il y en a d'autres qui ont l'expérience dans PHP. Et du coup, donc, pourquoi ne pas utiliser
plusieurs technologies, plusieurs langages pour créer une même application. Alors, en tout cas, si vous travaillez des applications monolithiques, souvent vous serez obligé de remettre tout le monde à la même technologie. Et ça, c'est un inconvénient majeur. Alors, d'autres inconvénients, c'est que chaque modification nécessite ce qu'on appelle de tester les régressions. Parce que quand vous faites une modification, quand vous avez un grand projet avec des milliers de classes, il suffit parfois de faire une modification dans une interface ou bien dans une classe, ce qui va vous obliger de faire des modifications dans plein de parties de l'application. Il y a ce qu'on appelle les problèmes de régression. Une petite modification nécessite de tester toutes les classes ou bien tous les composants qui dépendent de ce composant que vous avez modifié. Et du coup, donc, au niveau de la maintenance, ça pose un problème. C'est clair? Alors, les applications monolithiques sont difficiles à faire évoluer au niveau fonctionnel. Ça veut dire quoi? Si vous voulez ajouter une fonctionnalité dans une application, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez un grand projet, vous avez beaucoup de classes, et après, si vous voulez ajouter une fonctionnalité, ça risque d'apporter beaucoup de modifications dans l'application. Donc, souvent, c'est des applications difficiles à maintenir. Et l'autre inconvénient, c'est que c'est la livraison en bloc. C'est-à-dire que pour les applications monolithiques, le client, il doit attendre beaucoup de temps pour voir la première version de son application. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes en train de créer un seul projet dans lequel vous regroupez toutes les fonctionnalités. Et parfois, le client, il attend 1 année, 2 années pour voir la première version, pour parfois se rendre compte qu'il y a des besoins qui étaient mal exprimés, et du coup, donc, il y a parfois des problèmes qui sont détectés après, et du coup, ça pose problème. Alors ça c'est, si vous voulez, c'est quelques problèmes qui sont posés pour les applications monolithiques. Alors, maintenant, on va essayer donc de voir c'est quoi l'approche basée sur les microservices. C'est quoi un microservice et comment développer les applications basées sur les microservices. Alors, les microservices, donc, d'abord, c'est une approche d'architecture, de développement qui consiste à développer une application en un ensemble de petites applications dites microservices. Ça veut dire qu'au lieu de résoudre un problème en une seule application dite monolithique, on va découper un grand problème en 2 petits problèmes, on va dire. Et chaque petit problème, c'est une application indépendante. Et dans ce cas-là, on va dire que ça, c'est un microservice. Alors, bien sûr, l'idée principale, c'est de découper le grand problème en 2 petites unités pour créer ce qu'on appelle les microservices. Chaque microservice, il est responsable d'une seule fonctionnalité. One thing. Une fonctionnalité, c'est-à-dire, enfin, quand vous dites une fonctionnalité, c'est-à-dire, ça peut être ça peut être quelques fonctionnalités, mais pas beaucoup. Hein. Par exemple, si je prends le cas, par exemple, d'une application qui permet de gérer l'université, donc vous dites, je vais créer un microservice pour gérer les étudiants. Ça veut dire, je vais créer une application qui gère que inscrire les étudiants, consulter les étudiants, éditer, supprimer, faire des opérations sur l'entité étudiant. C'est une application. Après, par la suite, je vais créer un microservice qui permet de gérer les salles. C'est une autre application. Et après, je vais créer un microservice qui permet de gérer, par exemple, les cours. Créer un microservice qui permet de gérer les enseignants. Créer un microservice qui permet de gérer la notion d'emploi du temps, etc. Donc ça veut dire, au lieu de créer de résoudre tout le problème en une seule application, je vais créer plusieurs petites applications. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Alors, quels sont les avantages? D'abord, c'est que chaque microservice, il est développé, testé, déployé indépendamment des autres. Ça veut dire que si on est une équipe d'une vingtaine de personnes, chaque personne ou bien chaque équipe peut travailler sur un microservice. Vous développez, vous déployez, vous le testez indépendamment des autres. Une fois, comme c'est un petit service, donc c'est un microservice, donc on va le développer rapidement, ce qui fait que le client, il va rapidement consommer ce service. Donc ça, c'est l'avantage. Deuxième avantage, c'est qu'au niveau des langages, on n'est plus obligé de travailler avec la même technologie. Alors on va essayer donc de bénéficier de tous les points forts de toutes les technologies.
Alors si par exemple vous avez une partie, un microservice, et vous voyez que dans la partie que vous travaillez, vous avez déjà un framework qui est très puissant, qui est connu, que vous maîtrisez mieux et qui fait l'affaire, ben, tout simplement vous développez le microservice avec cette technologie. Après, si vous regardez encore, si vous avez un autre microservice qui fait appel à une autre fonctionnalité, comme par exemple, je ne sais pas, la gestion des images ou des vidéos, je ne sais pas quoi, et après vous dites qu'il y a déjà un framework, mais dans un langage différent, vous utilisez le langage qui convient. Donc ça veut dire, ici, on ne va plus obliger tout le monde à se mettre à la même technologie, mais par contre, ben, on va tirer profit des puissances, bien sûr, de chaque technologie, mais en même temps de l'expérience des autres. Parce qu'en fait, chacun a une expérience dans une technologie. Si vous maîtrisez, vous êtes 3 personnes, chacun d'entre vous maîtrise un framework différent, alors je peux commencer à développer, chacun travaille avec le framework qu'il préfère, et du coup, donc, après, on va voir toutes les applications, les microservices par la suite, on peut les intégrer de façon à ce que l'on puisse former une seule application. Ça, c'est l'intérêt. Alors après, autre chose, c'est que chaque microservice tourne dans un processus séparé. Ça veut dire microservice, application indépendante. Je la démarre. Ça veut dire que si le microservice plante, il ne va pas affecter les autres microservices, logiquement. Mais après, il faut voir comment résoudre tous ces aspects techniques. Alors, autre chose, c'est que la communication. Alors, le seul problème qui va être posé par la suite, c'est que comment faire communiquer les microservices. Et du coup, pourquoi? Parce que vous allez avoir maintenant des applications distribuées. On va même dire massivement distribuées. Pourquoi? Parce que dans une application, vous allez avoir beaucoup d'applications distribuées. Parce que chaque microservice est une petite application, donc il y aura beaucoup d'unités distribuées, du coup, donc il va falloir faire la communication. Et le problème, il est presque résolu parce qu'il y a des normes, il y a des protocoles, il y a des middleware qui sont utilisés pour résoudre ce problème. Alors, on peut utiliser REST, parce qu'en fait, c'est devenu un standard pour faire interagir les microservices entre eux, comme on peut utiliser d'autres middleware comme le protocole SOAP, comme RMI, comme Corba, GMS, AMQP, etc. Donc, on peut utiliser plusieurs middleware pour faire communiquer les microservices. Après, par la suite, si vous voulez faire communiquer les microservices d'une manière très efficace, très performante, si vous êtes dans le cadre du calcul de haute performance, alors dans ce cas-là, vous allez faire la communication asynchrone. Parce que l'idéal, c'est de faire communiquer les microservices via un middleware orienté message, c'est-à-dire basé sur la communication asynchrone. Et dans ce cas-là, on va faire appel à on va voir, dans la majorité des cas, on va utiliser donc un broker ou bien un middleware comme un protocole AMQP qui est fait pour résoudre ces problèmes de performance. Donc après, quand on va combiner tous les microservices, on va réaliser tout simplement des applications complexes. Alors d'autres avantages, c'est que les microservices sont faiblement couplés. Ça veut dire qu'un microservice, quand il veut communiquer avec un autre microservice, il n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de connaître ni l'interface, il n'a pas besoin de connaître avec quelle technologie il est développé. Mais si les microservices respectent une API, par exemple REST, si par exemple chaque microservice expose une API RESTful, ben, tout simplement n'importe quel microservice peut communiquer avec ce service. Donc ça, c'est l'intérêt général. Alors, autre chose, c'est qu'il y a l'indépendance relative entre les différentes équipes. Alors, dans une grande entreprise comme par exemple Facebook ou Amazon ou Alibaba, bon, c'est les grands du web, les géants du web si vous voulez. Alors, en principe, l'application, si je prends le cas de Facebook par exemple, ce n'est pas une équipe qui développe tout le projet, mais derrière, il y a des centaines, il y a des milliers, enfin, j'imagine, il y a des milliers, des centaines d'équipes qui travaillent indépendamment. Et du coup, chaque équipe travaille indépendamment avec sa propre technologie. Il développe un microservice. Une fois que le microservice est développé, il sera déployé. Automatiquement, il apparaît pour le consommateur dans l'application web. Et du coup, donc, quand vous arrivez vers l'application de Facebook, vous trouverez à chaque fois il y a des fonctionnalités qui s'ajoutent, qui disparaissent, etc. Mais derrière, c'est une approche basée sur
les microservices. Alors la facilité des tests et du déploiement, c'est aussi parce que c'est des petites applications, c'est plus facile à tester et à déployer. Et la livraison en continu. Alors contrairement à tout à l'heure, dans une application monolithique, il y a le problème de livraison en bloc. Maintenant, il y a la livraison en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il n'est plus obligé d'attendre une éternité pour commencer à recevoir, si vous voulez, les premières versions. Alors par exemple, vous voulez faire la gestion de l'école, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous créez un microservice qui permet de gérer les étudiants. Ça veut dire que vous avez déjà développé une application qui permet d'inscrire les étudiants, de consulter les étudiants, de chercher les étudiants. C'est un microservice. Vous le déployez, c'est-à-dire le client, il commence déjà à saisir les données, à consommer le microservice. Mais vous n'avez pas encore terminé parce que vous êtes passé vers un autre microservice. Donc c'est-à-dire que le client, il commence à consommer, à recevoir, si vous voulez, donc, son produit assez rapidement, et en même temps, ça donne un peu l'aspect donc de la facilité au niveau de la livraison. Alors après, donc, les microservices s'apprêtent très bien donc, au processus de développement logiciel qui sont basés sur ce qu'on appelle les méthodes agiles. Parmi ce processus de développement, il y a ce qu'on appelle Test Driven Development. Alors vous savez, dans le processus de développement, en fait, TDD, Test Driven Development, c'est-à-dire le développement piloté par les tests. Le développement piloté par les tests. Ça veut dire quoi? Dans ce processus de Test Driven Development, c'est que on commence à développer d'abord les tests unitaires. Test first. On crée d'abord ce qu'on appelle les tests unitaires. Et après, par la suite, il faut créer l'application qui permet de valider les tests. Alors, c'est un peu l'inverse de ce qui se fait d'habitude. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait dans le développement classique? On demande aux développeurs de créer une classe, de développer une classe, par exemple. Et après, on va lui demander de faire le test unitaire, de tester est-ce que ce qu'il a développé est correct ou pas. Alors généralement on utilise un framework comme par exemple JUnit qui permet donc de valider par exemple le test unitaire. Alors je vous donne juste l'exemple. Vous voulez créer une classe qui fait la somme de deux nombres par exemple. Alors vous dites somme A B et vous faites return A plus B. Après, il faut prouver que ce que vous avez fait est correct. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Avec JUnit, vous créez une classe dans laquelle vous dites je vais instancier la classe calcul. J'appelle la fonction somme avec A égale à 5 et B égale à 8. Vous obtenez le résultat. Et vous dites si le résultat est 13, ça veut dire c'est OK. Si ce n'est pas 13, ça veut dire que le test a échoué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un test unitaire. Alors, d'habitude, dans le développement classique, on développe les classes et après, on crée les tests unitaires. Alors, ce qui est parfois embêtant pour les développeurs, parce que parfois, vous allez voir quand vous serez dans le cadre de développement, parfois vous passez, par exemple, une journée à développer une classe avec tous vos algorithmes et tout, et pour créer le test unitaire, parfois vous passez plus de temps à développer le test unitaire. Et parfois, vous êtes déjà convaincu que ce que vous avez fait est déjà correct. Mais tout de même, pour la qualité logicielle, il faut développer les tests unitaires. Et parfois, quand vous êtes un peu dépassé par le temps, vous êtes pressé, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est qu'il y a des tests unitaires qui ne sont pas développés. C'est-à-dire, on ne développe pas tous les tests unitaires et du coup, vous avez un logiciel de mauvaise qualité généralement qui est difficile à tester. Ça, c'est au niveau qualité logicielle, c'est pas bien. Alors, dans le TDD, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. C'est qu'avant de commencer à développer les fonctionnalités, les classes, on crée d'abord les tests unitaires. Par exemple, avant de créer la classe calcul avec la fonction somme, je vais d'abord créer un test unitaire qui permet de vérifier est-ce que la fonction somme marche ou pas. Je n'ai pas encore créé la méthode somme. Donc, je crée le test. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, mon test, il va instancier une classe qui s'appelle calcul, qui n'est pas encore créée. Je vais appeler une méthode qui s'appelle somme qui n'est pas encore créée. Je donne les paramètres A égale à 5 et B égale à 8. Alors si le résultat est égal à 13, ça veut dire c'est OK, sinon c'est pas OK. Donc je viens de créer un test unitaire. Et après, moi en tant que, au niveau de la rédaction des spécifications fonctionnelles, je crée le test unitaire. Et le développeur,
lui, il va créer une classe qui permet de valider ce test. Donc, et du coup, en fait, ici, je suis en train d'obliger les développeurs à respecter, à valider des tests qui sont déjà préalablement faits. Et comme généralement, dans cette approche, les tests sont déjà développés, ça veut dire que vous avez une garantie que vous allez obtenir à la fin un logiciel de bonne qualité. Vous avez compris? Bon, cette technique-là, ça s'appelle Test Driven Development, TDD. C'est-à-dire le développement piloté par les tests. Et les développeurs, ils aiment beaucoup ça. Pourquoi? Parce qu'un développeur, quand vous lui fixez un objectif, une barre, hein, généralement, il est motivé pour atteindre un résultat. C'est comme si je vous fixe une barre, comme ça, je vous dis, sautez. Hein, sautez cette barre. Alors, vous êtes déjà motivé, pourquoi? Vous voyez un obstacle, c'est ça? Alors, vous allez faire l'effort pour le sauter. Mais si, posons, je n'utilise pas une barre, je vais vous dire, essayez de sauter. Alors, c'est-à-dire, vous allez faire un effort, mais vous n'avez pas, en quelque sorte, un objectif à franchir. Alors, c'est pour cela que l'approche TDD, généralement, c'est une approche qui est assez intéressante aussi dans le processus de développement. Et le TDD, généralement, il s'appuie sur les méthodes agiles. Et le développement des applications basées sur les microservices, ça prête bien, c'est-à-dire c'est plus simple d'appliquer dans un projet comme ça en utilisant les microservices. Alors au niveau de l'architecture, donc on peut dire que d'une manière générale, un microservice, techniquement parlant, c'est une petite application qui possède sa propre couche métier, mais sauf que dans la couche métier, il y a quelques fonctionnalités, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire un minimum de fonctionnalités. Alors, bien sûr, un minimum, il n'y a aucune règle. C'est-à-dire le niveau de granularité des microservices dépend des concepteurs. C'est-à-dire, je peux bien créer un microservice, par exemple, pour chaque entité, comme je peux créer un microservice pour un ensemble d'entités. Donc, c'est-à-dire, tout dépend, comme je peux créer un microservice pour toutes les entités, et dans ce cas-là, ce n'est plus un microservice, c'est une application monolithique. Alors, il y a la couche DAO, d'accès aux données, dans laquelle chaque microservice il possède sa propre base de données, sa propre couche dans laquelle qu'il va utiliser pour stocker et gérer les données. Et après, il y a les couches techniques, dans lesquelles je trouve principalement donc, un web service, une API REST par exemple, ou bien un service RMI, ou bien un service basé sur d'autres protocoles. C'est cette partie-là qui va permettre aux microservices de communiquer avec les autres microservices. Alors par exemple, ici donc, je vous montre juste un exemple. Supposons que vous avez un client qui possède des comptes et un compte peut subir des opérations. Alors on a déjà fait cet exemple-là, si vous vous rappelez l'année dernière. On a créé une seule application monolithique, n'est-ce pas? Alors si vous voulez travailler la même application en microservice, on peut créer un microservice pour gérer les clients, et un microservice pour gérer les comptes, et un microservice pour gérer les opérations. Alors, on peut les séparer complètement. Alors après, on peut les faire communiquer via REST. Alors, ça, on peut le faire. Alors, maintenant, d'une manière générale, l'intérêt aussi dans le déploiement, par exemple, si on voit par exemple quel est le microservice qui va être sollicité le plus que les autres. Wesh, par exemple, la gestion des clients, là les comptes ou là les opérations. Alors quand vous regardez dans une banque, la partie la plus sollicitée généralement c'est les opérations, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des versements, des retraits, des virements, les mouvements sur les comptes. Alors si je ne les sépare, ben ça veut dire tout simplement que ici au niveau de la charge, je peux le service opération, le microservice opération, je peux le déployer en plusieurs instances. Parce que quand il y a de la charge, donc il faut le déployer en plusieurs instances. Alors que par exemple, pour le service qui gère les clients, je peux le déployer en une seule instance ou bien quelques instances. Donc, alors que si j'utilise une application monolithique, je suis obligé de déployer toute l'application en plusieurs instances. C'est encore beaucoup de gâchis, si vous voulez, au niveau de l'architecture.
Alors, vous voyez ici donc un exemple. Je vois beaucoup de microservices qui communiquent et après beaucoup de bases de données dans lesquelles les microservices peuvent travailler. Alors, ça, c'est juste un exemple. Alors, en principe, l'architecture basée sur les microservices, c'est une architecture complexe dans la base, mais pour développer ce genre d'application, grâce à des frameworks qui sont faits pour ça, c'est plus simple de le faire. Alors, dans notre cas, nous allons voir comment travailler avec Spring Boot et Spring Cloud. Spring Cloud, c'est justement un ensemble de services qui sont offerts par Spring qui permet de créer ce genre d'architecture. Alors, on aura l'occasion de détailler cette architecture-là, mais je vais vous expliquer juste le principe d'abord. Alors, d'une manière générale, dans cette architecture, vous avez des microservices que vous allez développer. Par exemple, ici, vous avez un microservice qui permet de gérer des sociétés. Vous avez une deuxième instance des microservices qui gèrent des sociétés. C'est-à-dire que le microservice société, je vais le déployer dans deux machines, en deux instances. J'ai un microservice qui permet de gérer les ordres d'une société en deux instances. Et après, chaque microservice qui démarre, à chaque fois qu'il y a un microservice que vous démarrez dans une machine, le microservice va se connecter vers un microservice lui-même d'enregistrement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un microservice qui démarre, il va publier dans un service d'enregistrement. Il va publier quoi? Il va publier le nom des microservices, l'adresse IP, le numéro de port. Sa localisation. Parce que quand vous démarrez un microservice dans une machine, ben, tout simplement, l'adresse IP, le numéro de port et le nom des microservices, on va tout simplement le publier dans un microservice spécialement créé pour ça. Et en même temps, chaque microservice qui démarre, pour ne pas avoir un fichier de configuration pour chaque microservice, ce qui va compliquer un peu la config de l'architecture, alors ce qu'on fait généralement, il y a un microservice qui va se charger de la configuration. Alors ce service, le service de configuration, son rôle c'est quoi? Vous savez, quand on travaille des applications avec Spring Boot par exemple, vous avez un fichier qui s'appelle application.properties, dans lequel vous mettez la config de l'application. Alors pour ne pas avoir un fichier application.properties pour chaque microservice qui va compliquer la configuration, on va centraliser toute la configuration des microservices dans un seul service de configuration. Ben, il dit quoi? Donc chaque microservice qui démarre va se connecter au service de configuration pour chercher sa configuration. Et il se configure, il démarre, il publie sa référence ou bien son adresse dans le service d'enregistrement. Ben, il dit quoi? Donc à un moment donné, vous avez beaucoup de microservices qui démarrent indépendamment, mais tous les microservices vont utiliser un même service d'enregistrement. Alors c'est quoi l'intérêt? Maintenant, au niveau de l'application, vous allez créer ce qu'on appelle un service proxy. Un service proxy, c'est le service à travers lequel qui reçoit les requêtes des clients, si vous voulez. Par exemple, ici, vous avez les clients HTTP, maintenant l'application web ou bien l'application mobile, qui envoient des requêtes HTTP. Alors, toutes les requêtes HTTP, ils arrivent vers ce qu'on appelle le service proxy. Alors, ce service proxy, qu'est-ce qu'il fait? Dans chaque requête, on spécifie le nom du microservice. Et qu'est-ce qu'il fait le service proxy? Il va chercher dans le service d'enregistrement. Il connaît le nom du microservice. Par exemple, vous trouverez sur l'URL de la requête HTTP, vous trouverez HTTP localhost ou / par exemple service société. Service société, c'est le nom du microservice. Alors qu'est-ce qu'il va faire le service proxy? Il va chercher dans le service d'enregistrement le service société. Et qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer la machine, c'est-à-dire l'adresse IP, le numéro de port, des machines où se trouve ce microservice. Par exemple, dans notre cas ici, le microservice, il se trouve dans deux machines. Donc, on va récupérer donc les machines où se trouve le microservice. Et le service proxy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement transférer cette requête vers le microservice. Donc, il ne fait presque rien. Le service proxy, il reçoit la requête et après, il va la dispatcher vers le microservice.
Mais pour localiser le microservice qui va faire l'opération, il a besoin de communiquer avec le service d'enregistrement. C'est bon? Alors, après, supposons qu'il y a plusieurs machines dans lesquelles se trouve le même microservice, c'est-à-dire le microservice, s'il est déployé en plusieurs instances, alors qu'est-ce qu'il va faire, bien sûr, le service proxy? Il va utiliser un service d'équilibrage, le principe d'équilibrage de charge. C'est-à-dire qu'il y a un client qui demande un traitement, il fait appel à cette instance. La prochaine fois, il fait appel à l'autre instance, c'est à tour de rôle, ce qu'on appelle le principe de round robin. Hein? Alors tout ça pour répartir la charge, parce que quand il y a un problème de montée en charge, le seul moyen avec lequel on règle le problème de montée en charge, c'est de démarrer plusieurs instances. Et quand plusieurs instances sont démarrées, chaque requête qui arrive, le service proxy va chercher l'instance qui va s'occuper de répondre au microservice. Alors ça, c'est réglé. Alors après, par la suite, si vous voulez que les microservices communiquent d'une manière asynchrone, parce que là, la communication ici, donc vous voyez, je propose ici REST, n'est-ce pas? REST, ce n'est pas toujours la meilleure solution pour faire tout type de communication entre les microservices. Parfois, on a besoin de passer par d'autres protocoles d'une manière asynchrone, comme par exemple le cas du protocole AMQP. Alors le principe, c'est quoi? C'est qu'on dispose d'un broker, une machine, dans laquelle je démarre une application comme par exemple RabbitMQ, donc ça on va le voir. Alors le microservice, par exemple le service proxy, s'il veut communiquer avec plusieurs microservices ou bien un seul, il n'a qu'à envoyer le message vers ce provider ou bien ce broker. Et après c'est le RabbitMQ ou bien ce provider qui va se charger de transférer le message vers le microservice. Alors dans ce cas-là, on est en train de faire une communication asynchrone. Alors ça peut être utile parfois, regardez l'exemple suivant. Là vous avez un service société et vous avez un service société. Vous avez deux bases de données différentes, n'est-ce pas? Alors, à chaque fois que je vais enregistrer une nouvelle société, quand j'enregistre une société, j'envoie la requête. Alors si j'utilise le REST, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais envoyer la société pour ce microservice qui va l'enregistrer, mais également je vais l'envoyer, je vais faire appel à cette instance pour également l'enregistrer. Ça veut dire l'information, je dois l'enregistrer deux fois, n'est-ce pas? Sinon, on risque de, si vous l'enregistrez, si vous utilisez le principe de round robin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a cette instance qui va enregistrer l'information, et s'il y a un client qui consulte par exemple les sociétés, alors s'il tombe sur cette instance, il ne va pas voir l'information. Alors, il dit que donc, si vous voulez par exemple dispatcher, vous voulez envoyer un message pour un ensemble d'instances à plusieurs microservices en même temps pour qu'ils fassent un traitement, alors là, on va passer par RabbitMQ. Donc, j'envoie le message et le message il va être dispatché aux instances et du coup, donc, toutes les instances vont effectuer le traitement. Alors, on va voir que ça, c'est au niveau de la communication asynchrone, c'est presque fondamental pour ce genre d'application. Bien, alors ça on va revenir en détail pour voir comment implémenter ce mécanisme des architectures basées sur les microservices. Alors maintenant, on va juste d'abord commencer par comment créer un microservice. Comment développer un microservice. D'accord? Après, par la suite, on va voir comment créer une application basée sur plusieurs microservices. Alors, et du coup, donc, pour travailler un microservice, donc, on va utiliser donc, Spring Boot, tout simplement. Avec Spring Boot, on a déjà l'occasion de l'utiliser. Avec Spring Boot, c'est un micro, si vous voulez, framework qui est fait pour développer des applications basées sur les microservices dans la base. Et si vous voulez créer une application basée sur plusieurs microservices, donc vous allez utiliser Spring Cloud. Alors, ici, donc, je vous donne juste un exemple d'application. Supposons que je veux créer une application qui permet de gérer des produits. Chaque produit est défini par sa référence, sa désignation, le prix. L'application devrait permettre d'ajouter des produits et de consulter les produits. C'est très simple. Bon, il y a une base de données MySQL et l'application est basée sur un microservice RESTful basé sur Spring Boot. C'est-à-dire Spring, là, on utilise comme framework qui fait l'inversion de contrôle. Alors, dans l'architecture, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, j'ai une base de données, j'ai un serveur qui est basé sur Spring Boot,
notamment qui va démarrer un conteneur web qui est Tomcat. Dans la couche DAO, je vais créer l'entité produit, d'abord, parce que c'est une entité, c'est une entité GPA, parce que je vais faire le mapping objet relationnel. Alors, comme je vais utiliser Spring Data, alors pour faire le mapping objet relationnel, normalement, il faut utiliser JDBC. Mais pour faire plus simple, on peut utiliser le framework Hibernate pour faire le mapping objet relationnel. Hibernate, c'est quoi? C'est une implémentation de GPA. GPA, c'est une spécification. Et encore, on a déjà vu que pour faire plus simple encore, pour faire le mapping objet relationnel d'une manière plus simple, on va utiliser Spring Data. Donc Spring Data, c'est une implémentation générique qui est basée sur GPA et qui permet d'assurer presque l'essentiel du mapping objet relationnel. C'est ce que vous connaissez déjà. Une fois que je crée ça, je vais créer le service REST. Une fois que je le crée, et du coup, donc, mon microservice, il peut être consommé par d'autres applications. Alors, principalement, dans notre cas, on va s'intéresser d'abord comment créer une application web qui est basée sur HTML et Angular, notamment Bootstrap. Donc, ça, c'est l'application web. En même temps, on va voir comment créer des applications mobiles qui communiquent toujours avec le même microservice. Et du coup, donc, nous allons avoir, donc, il y a la partie ce qu'on appelle back-end et la partie front-end. Ici, mon application contient d'autres microservices, c'est-à-dire si je développe un autre microservice quelque part, et bien, tout simplement, il va toujours communiquer via le même principe. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, on va créer un microservice qui permet de gérer, par exemple, les factures. Alors, dans le service facture, on a besoin d'utiliser le service des produits. C'est bon? Alors, ce qui est intéressant avec Spring Boot, c'est quel est le code qu'on va écrire pour faire ça. Il n'y a pas beaucoup de code, vous allez voir. Alors, une fois qu'on crée tout ça, vous allez bien sûr voir dans la démonstration vidéo. Une fois que, dans un projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un projet Spring Boot avec des dépendances bien claires. En fait, les dépendances qu'on va utiliser à nouveau, donc il y a GPA, il y a MySQL, il y a la dépendance web et quelques autres dépendances qu'on pourra rajouter par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire d'abord? Qu'est-ce qu'on va créer? Hein? Après, bien sûr, quand il y a le système de sécurité, de l'authentification, on va ajouter donc Spring Security, on va ajouter tout ce que vous savez déjà faire. La première des choses qu'on va écrire, on va créer l'entité produit. L'entité produit. Alors, l'entité produit, donc, c'est une entité qui est sérialisable, c'est une classe avec les annotations GPA que vous connaissez, entité, pour dire que la classe produit correspond à une table au niveau de la base de données. Et après, donc, vous avez les annotations ID et Generated Value. C'est-à-dire que ID représente l'identifiant, c'est la clé primaire. Generated Value, ça veut dire qu'au niveau de la base de données, il y aura un auto-increment. La désignation, le reste, c'est les getters et setters. Alors ça, généralement, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire, vous le faites d'une manière assez simple. Alors après, on va utiliser Spring Data pour faire le mapping objet relationnel. Donc toutes les opérations, ajouter les produits, chercher les produits, éditer, supprimer, bon, je n'ai pas besoin de développer tout ça parce que Spring Data dispose déjà d'un module générique que je peux utiliser pour faire ça. Ben, il suffit donc de créer une interface GPA Repository. On crée une interface produit repository qui hérite d'une interface Spring Data qui s'appelle GPA Repository. Alors comme c'est une interface générique, donc je vais spécifier donc l'entité que je vais gérer, c'est les produits, et le ID du produit, il est de quel type? Il est de type lang. Alors le fait d'hériter de cette interface, ça veut dire que vous avez déjà toutes les opérations qui permettent d'ajouter, consulter, supprimer, éditer, chercher par critères, etc. Alors maintenant, si vous voulez ajouter encore d'autres opérations, comme par exemple chercher les produits par mots-clés, alors on va créer une méthode que je vais appeler, on va juste la déclarer, find by mot-clé, MC. Alors cette méthode, il va retourner donc une page de produit, parce que j'ai besoin de retourner, je ne vais pas retourner toute la recherche, tout ce que je trouve dans la base de données, mais on va essayer de les retourner page par page. Donc on va utiliser donc le principe de pagination qui est fourni par Spring Data, c'est page. Alors après, donc la méthode, il reçoit un paramètre qui s'appelle mot-clé de type string, et comme il s'agit d'une pagination, il suffit de déclarer un paramètre de type pageable. Alors ça, vous l'avez déjà manipulé l'année dernière, donc c'est toujours la même chose. Alors sauf qu'il faut spécifier juste avant, pour personnaliser donc la requête, vous utilisez la notation query.
Et dans la notation query, on va spécifier la requête HQL qu'il faut que Spring Data va exécuter pour vous retourner le résultat. Alors la requête HQL, c'est select p from produit p, donc ça c'est des classes, where p.designation like de .x. Et après, on va remplacer le paramètre x par le mot-clé. Et du coup, on va faire cette liaison avec la notation param x. Alors ça, vous savez le faire. Et donc, et du coup, toute la couche DAO, le mapping objet relationnel, ça y est, c'est terminé. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup de code. Alors maintenant, je vais passer la couche directement, je peux créer le service REST. Alors, si je veux créer le web service REST, donc je peux utiliser donc JAX RS avec Jersey de la même manière, avec les mêmes annotations que vous venez de voir, mais en réalité, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que Spring lui-même, Spring MVC, dispose de ses propres annotations qui permettent d'exposer facilement une API REST directement. Alors, voilà la classe qu'on va créer. Il suffit de créer une classe qu'on va appeler produit REST service. Donc ça, c'est le web service si vous voulez, REST. Et après, on va utiliser l'annotation REST controller. L'année dernière, vous avez utilisé controller, hein, n'est-ce pas? Quand on fait MVC côté serveur, on utilise la notation controller parce que c'est un contrôleur qui devrait se charger à la fin d'envoyer au client un résultat en format HTML généralement, en passant par un moteur de template comme TeamLeaf. Alors ici, donc, ce n'est pas le cas parce que quand vous dites REST controller, ça veut dire par défaut, tous les résultats que vous retournez, ils vont être sérialisés en format JSON. Et du coup, donc, comme ici, donc, mon web service a besoin d'utiliser plutôt la couche DAO via son interface produit repository. Donc, je déclare un objet de type produit repository. Et pour faire l'injection des dépendances, on va utiliser AutoWired. Alors, AutoWired, ça veut dire que je demande à Spring, cherche-moi une implémentation de cette interface. Alors, au démarrage, c'est justement le principe de l'inversion de contrôle. Au démarrage, Spring, quand il détecte qu'il y a une interface qui implémente cette interface générique, automatiquement, il va instancier une classe dont il dispose déjà, qu'il va charger. Une fois que vous utilisez AutoWired, ben, tout simplement, il va injecter. Et après, donc, par exemple, si vous voulez enregistrer un produit, on va utiliser save. La méthode save, elle reçoit un objet de type produit, P. Et pour accéder à cette méthode, on va utiliser request mapping. Alors, c'est quoi l'URL qu'on va utiliser? Le path, si vous voulez, c'est / produit. Et quelle est la méthode qu'on va utiliser? C'est post. Alors, vous voyez, donc, on vient de faire ça, la même chose, mais en utilisant JAX RS. Mais ça, c'est pas JAX RS, c'est des annotations Spring. Ça produit le même résultat. Alors, sauf que pour dire que, parce qu'en fait, le client, quand il envoie les informations sur le produit, il va les envoyer dans le corps de la requête en format JSON. Alors, pour demander à Spring MVC de récupérer les données des produits dans le corps de la requête en format JSON, on va utiliser la notation request body. Alors, request body, ça veut dire cherche dans le corps de la requête, tu trouveras les données du produit en format JSON. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement produit repository.saveP. On enregistre, mais en même temps, on va retourner le produit qui a été enregistré. Alors, automatiquement, par défaut, donc, le produit, il est sérialisé en format JSON dans la réponse HTTP. Alors, pour chercher, par exemple, les produits, on va utiliser produit, on va donner le mot-clé, on va spécifier le numéro de la page, on va spécifier le nombre d'enregistrements que vous voulez dans la page, et le résultat, c'est une page de produit. La même chose, on va retourner produit repository.find, j'appelle cette méthode-là. Donc, moi, je ne l'ai pas implémenté, je ne l'ai que déclaré. Mais Spring Data s'en occupe. Je lui donne le mot-clé, je donne new page request, parce que ça, c'est une interface pageable. Je donne un objet de page request qui implémente cette interface, et je donne les deux paramètres page et ça. Je récupère le résultat et je vais le retourner au format JSON. Alors, la même chose ici, donc c'est /produit, mais la requête doit être envoyée avec la méthode get. Alors, vous voyez, de cette manière-là, je peux créer mon service REST. Je démarre l'application et c'est terminé. Alors, on va voir, c'est encore plus. On peut simplifier encore plus. Alors, sauf que bien sûr, l'application, elle est où? Ben, tout simplement, il faut d'abord la configuration, parce que pour pouvoir... si vous voulez que l'application s'exécute, on a besoin de configurer dans le fichier application.properties
Notamment, on va spécifier l'URL de la base de données qui va être utilisée. Ici, donc, je suppose que je vais utiliser MySQL qui fonctionne sur le port 3306 et la base de données s'appelle prod service. Username, password, le pilote GDBC, c'est comme pour mysql.gdbc.driver. Ici, donc, je demande à Hibernate de me générer la base de données si les tables ne sont pas générées. Donc, ça, c'est update, DDL auto, n'est-ce pas? Data Definition Language. Et après, le dialecte, c'est MySQL dialecte. Alors ça, c'est des copier-coller, c'est des propriétés que vous allez retrouver souvent dans les applications. Et après, l'application qu'on va démarrer, et d'ailleurs qui est générée automatiquement, c'est une application Java. Une simple application avec la méthode main. Alors si vous exécutez cette application, vous démarrez Spring. Spring application.run. Spring, il fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il va démarrer d'abord un conteneur qui fait l'inversion de contrôle. Il va scanner les annotations que vous voulez. Il va lire le fichier application.properties. Il va utiliser la configuration par défaut de Hibernate, de GPA, etc. Il va en même temps, quand il détecte par exemple que vous avez une interface qui hérite de GPA repository, il va encore instancier des classes que vous ne savez même pas dont il dispose. Et en même temps, il va déployer vos composants. Et si vous regardez bien tout ça, tout le code que vous voyez dans ce slide, c'est le microservice. Donc vous voyez, donc il n'y a pas beaucoup de code dans la base, mais derrière, il y a beaucoup de concepts. Parce que ça ne peut pas marcher tout seul s'il n'y a pas un framework qui s'appelle Spring Boot en tout cas. D'accord? Et on peut encore simplifier. Comment? Si vous ne voulez pas créer ce service REST, ben Spring il peut le faire à votre place. Comment? Il suffit donc, vous dites ça, je vais pas c'est pas moi de le faire. Il suffit d'ajouter une annotation ici qui s'appelle repository REST resource. Alors c'est encore, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de dire à Spring, toutes les méthodes qui se trouvent dans cette interface, tu vas les exposer dans une API REST livratoire. Il le fait. Parce que même l'API REST, il est générique, il est standard. Donc il le fait automatiquement. Mais il dit que donc finalement, pour créer un microservice, votre travail c'est quoi? Créer l'entité, n'est-ce pas? Et il faut créer l'interface. C'est tout. Le reste, c'est des annotations, parce que ça, c'est généré, ça, c'est des copier-coller, n'est-ce pas? Ça, à la rigueur, vous n'avez pas besoin de le faire. Quoique, au début, on va le faire, on va le développer, mais après, on va voir quand vous avez beaucoup de microservices à créer, c'est pas la peine de passer le temps à créer des méthodes, ajouter produit, chercher produit, éditer, supprimer, tout ça, ça existe déjà. On peut l'injecter tout simplement via cette annotation data REST. Alors, tout ça, c'est grâce au principe de l'inversion de contrôle. Là, je vous rappelle, l'inversion de contrôle, c'est de permettre aux développeurs de se concentrer sur les aspects fonctionnels de l'application, sur le code métier. Alors que le framework, il s'occupe de tout ce qui est technique. Le mapping objet relationnel, c'est technique. C'est réglé, Spring Data. L'API REST, c'est technique. C'est réglé, c'est... Vous voyez donc, avec des annotations, avec des interfaces génériques, je règle des problèmes techniques. Après, la sécurité, c'est technique, c'est Spring Security qui va encore agir. Et du coup, si vous travaillez comme ça, vous arriverez à créer des applications de grande qualité rapidement et avec des fonctionnalités qui répondent aux besoins. Alors, mais bien sûr, pour y arriver, il faudrait faire tout ce que vous avez fait depuis l'année dernière. Il faut faire tout ce... parce que derrière, c'est pas encore, le problème n'est pas encore complètement réglé. Pourquoi? Parce que là, c'est pour créer un micro-service. Alors, si vous démarrez l'application, une fois que vous démarrez, après, par la suite, vous lancez un navigateur et vous pouvez tester directement les opérations. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans la démonstration. Alors, c'est donc quand je fais un post, quand je vois une requête avec post, slash produit, automatiquement, toutes les requêtes passent par dispatcher servlet qui est déployé automatiquement par Spring MVC. Et après, c'est la méthode save qui va être exécutée. La méthode save exécute, il retourne le résultat, qui est le produit. Et le produit, vous voyez donc, il est retourné en format teaser.
Alors ici, donc, vous avez un outil Advanced REST Client que vous allez utiliser pour tester, donc, qui va vous permettre d'envoyer des requêtes avec GET, avec POST, avec PUT, avec DELETE. Donc tout ça, vous allez le voir dans la pratique. Donc ça, c'est des tests. Alors également, donc, pour tester la recherche, etc. Ok. Alors ça, c'est la partie REST. Alors après, une fois que vous créez, donc, vous voyez déjà, ce qui est intéressant, c'est que pour mettre en place une application, une base de données, et, la couche DAO et un web service REST, avec Spring Boot, c'est très simple. Hein? Il n'y a pas plus simple que ça. Si vous cherchez plus simple, vous n'allez pas trouver. Il n'y a aucun framework qui fait plus simple encore parce que c'est l'extrême de la simplicité. Alors, pourquoi le microservice est très simple? Parce que le problème, c'est pas encore terminé. Vous allez créer des microservices, vous créez le microservice. Si juste votre problème, c'est de créer un microservice produit, après, vous passez à la partie front. Parce que vous allez encore développer une application mobile et vous allez développer la couche web. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser donc Angular. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois pour voir comment développer la couche web de l'application. Mais si votre application contient d'autres microservices, ben, il va falloir revenir sur cette architecture, parce qu'il faut mettre en place tout cet arsenal technologique pour gérer donc, une application basée sur des microservices. C'est bon? Alors donc dans notre approche, voilà, donc je vous donne le support, je vous donne les démonstrations vidéo. Vous allez voir d'abord une démonstration vidéo qui vous montre comment créer une API REST basée sur Spring. Et comme ça, l'étape suivante, c'est on va travailler avec Angular. On va faire, en fait, dans Angular, donc on va voir qu'en fait, il y a l'ancienne version, c'est AngularJS, c'est la version 1. Et après, tout a changé à partir de la version 2. Et du coup, donc, le cours qu'on va faire, ça concerne Angular 4. C'est un peu plus récent, mais c'est très important. Donc, de toute façon, vous aurez besoin à un moment donné de faire les deux. Parce que quand même, si vous travaillez dans une entreprise, parfois vous risquez de travailler dans un ancien projet qui utilisait AngularJS. Donc, vous aurez besoin d'utiliser AngularJS et Angular. C'est le même framework, mais dans la version 2, d'ailleurs, le changement a été radical. Donc tout ça, on va en parler la prochaine fois. Voilà. Alors ça, c'est la partie concernant l'approche microservice. Alors maintenant, si vous allez vers l'application mobile ou bien vers votre support, mais vous allez vers mes cours, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les web services et vous allez trouver architecture basée sur les microservices. Et là, vous allez trouver donc ce cours. D'accord?